à toutes et à tous d'être présente pour cette conférence. Je suis ravie d'avoir la chance de modérer cette table ronde de Rockstar. On va apprendre plein de choses ensemble. On est sur une programmation dédiée à l'emploi, la formation, l'orientation, la réorientation. Moi, je m'appelle Claire Pétraud, je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Les Pépites Vertes et j'ai récemment écrit un livre qui résume 5 ans de rencontres avec des jeunes qui se sont orientés vers les métiers de la transition écologique. Ce livre, il s'appelle Je bosse pour la planète et il est publié aux éditions Erol et il m'a vraiment aidé à structurer comment comprendre, comment trouver sa place personnellement à l'intérieur mais aussi dans le monde et dans l'environnement à l'extérieur. Notre première table ronde cet après-midi, ça s'appelle Ils ont transformé leur métier. Elles et ils ont transformé leur métier. Comment ça se passe, à quoi ça ressemble quand on est à un emploi, qu'on est déjà à un endroit et qu'on a envie de, jour après jour, le rendre plus aligné, plus durable. Donc grâce à des témoignages de pépites inspirantes, on va pouvoir comprendre ce qui a fonctionné, peut-être ce qui a moins bien fonctionné et puis j'espère vous donner des outils pour trouver votre place à votre tour. J'ai juste une petite question pour vous avant de commencer. Qui ici est déjà dans un métier qu'il aimerait rendre plus durable ou plus aligné? Ok. Bienvenue à vous. Qui est plutôt à un endroit où il ne sait pas encore si c'est le bon endroit et il est un peu en quête de nouveaux horizons? Ok. Bienvenue aussi. Des nouveaux horizons, transformer là où on est, explorer, c'est ce que vous avez fait. Alexandra Ferré, tu es directrice RSE de la marque Yves Rocher. Tu vas nous expliquer ton parcours, ce que tu as appris au fur et à mesure. Tu es aussi coprésidente du Club des Pépites qui fédère des jeunes professionnels de la transition écologique. Bienvenue, merci beaucoup. Hélène Cloître, tu es cofondatrice de Séisme. Pareil, tu es engagée depuis la fin de tes études, même pendant tes études. Tu as eu plusieurs expérience dans l'alimentation, dans la création d'entreprises et tu es aujourd'hui dirigeante d'une association. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, Séisme, sur le sujet particulièrement de l'emploi durable. Tu es aussi, c'est quoi, co-réalisatrice, coproductrice d'un documentaire en cours dont vous allez nous parler avec Arthur, puisque vous êtes venu en binôme. Arthur, tu as notamment sorti le documentaire Rupture il y a quelques années, qui met en lumière ces questionnements de la nouvelle génération vis-à-vis de l'emploi. Et puis après, pareillement, cofonder un forum pour permettre très concrètement aux gens de s'engager dans la transition écologique grâce à leur emploi. Et un nouveau docu à venir. J'ai envie de commencer par vous proposer de vous présenter chacune à votre manière sur ce sujet-là. Transformer son métier. Arthur, tu es tout au bout, si ça te va de prendre le micro. Ça consiste en quoi pour toi si on regarde à l'échelle de ton parcours? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. À l'échelle de mon parcours, alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis passé par une école d'ingénieur à Nantes, je fais Centrale Nantes, donc ingénieur généraliste et ensuite spécialisé en ingénierie environnementale, donc c'est tout ce qui va être traitement des déchets, traitement de l'eau, impact environnemental de l'homme à travers différents projets d'ingénierie quoi. Donc en soi c'était déjà engagé et pour autant j'ai quand même bifurqué, donc je fais partie de ces bifurqueurs pour me tourner vers la réalisation audiovisuelle, donc en l'occurrence de documentaires. Mais pour autant, j'utilise encore quand même tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes études, notamment cette vision un peu systémique de l'ingénieur, je l'utilise quand même au quotidien dans mon métier. Et à la base, donc, vraiment cet aspect bifurcation, et en fait après en tirant des fils et en étant en contact avec le monde du travail, donc bifurcation que j'ai illustré dans mon premier documentaire Rupture, qui parle vraiment de ça, hein, qui parle de quête de sens des jeunes et qui suit différents protagonistes, dont Hélène qui change de cap face à l'urgence écologique dans leur parcours professionnel. Et en fait, après, en rencontrant tout un tas d'entreprises et d'autres professionnels, dont toi, Claire, et les Pépites, et Alexandra, par exemple, aussi, dont tu fais partie, des personnes qui nous ont un petit peu, enfin en tout cas moi, qui personnellement m'ont fait aussi prendre conscience qu'il y avait aussi beaucoup de nuances, et il y avait aussi des manières de s'engager dans son métier, et que c'était pas uniquement une question de conviction, mais qu'au-delà de ça, c'était aussi hyper important de dès maintenant se poser la question des compétences et voilà, de la pérennité de son emploi et de son métier face au bouleversement écologique en cours et à venir, quoi. Donc c'est un peu le sujet du nouveau film, on pourra voir le pré-teaser tout à l'heure, mais à travers mon parcours, c'est vraiment comme ça que je me suis questionné sur tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, vraiment, c'est vrai que la question de l'emploi et du métier et des compétences, c'est une question qui m'anime énormément au quotidien. Ouais. Merci. Hélène, comment ça résonne pour toi Elle a transformé son métier, ça veut dire quoi?
Moi, au début, je pense que je ne croyais pas vraiment en la possibilité de transformer son métier, notamment quand on travaille dans une grande entreprise. Et je pense que c'est tout le sujet du jour, c'est est-ce que finalement c'est possible ou non. Et c'est aussi le sujet qu'on traite dans le documentaire Éclaireur dont Arthur parlait. Moi, je suis diplômée d'une école de commerce et à la sortie de mes études, j'ai travaillé dans la grande distribution en tant que commerciale pendant un an et demi dans une entreprise qui fait de l'agroalimentaire, comme tu disais, Claire. Et mon objectif, c'était de vendre un maximum de produits plein de plastique avec des promos de acheter un gratuit et faire acheter aux gens, plutôt que de leur faire acheter juste le dentifrice, ils achetaient dentifrice, bain de bouche et brosse à dents électrique. Et plutôt que d'acheter juste la lessive, ils achetaient la lessive, mais aussi les perles de linge et le parfum de linge et les voiles et les assouplissants. Et donc je me suis retrouvée dans un métier qui pour le coup ne faisait pas sens ni sur le plan social ni sur le plan environnemental. Et donc j'ai essayé de le transformer de l'intérieur en essayant de faire une étude de marché sur ce qui était mis en place sur le sujet de la lessive en vrac. J'ai essayé d'aller voir ce qui se faisait déjà dans les magasins, de remonter ça au siège pour essayer de transformer la manière de faire de mon entreprise. Et au final ça a mis plusieurs mois avant que la personne responsable du sujet reçoive le dossier, la personne qui était à l'échelle européenne. Et j'ai reçu un appel après avoir quand même pas mal bossé sur le sujet du grand responsable qui m'a dit merci pour les infos, c'est super intéressant, mais on va pas le faire parce que le consommateur n'est pas prêt. Donc moi quand j'ai reçu cet appel, ça a été un coup de massue. Je me suis dit en fait j'arriverai jamais à faire bouger les choses, et si jamais il faut que j'attende d'arriver au poste du monsieur qui m'a dit non, il va falloir que j'attende encore 15 ans, et j'ai pas 15 ans à attendre avant de mettre en place la lessive en vrac dans cette entreprise. Alors il faut que je parte, et c'est dans ce cadre-là qu'Arthur m'a suivi dans le film Rupture. Et moi à ce moment-là je croyais vraiment pas que c'était possible de transformer les entreprises. Je suis partie un peu revancharde en me disant les personnes qui essayent se heurteront à un mur, c'est impossible. Donc moi je préfère faire une rupture, donc j'ai lancé une conserverie anti-gaspillage, différents projets. Et en fait, au moment de la sortie de Rupture, on a fait beaucoup de projections, on a rencontré beaucoup de monde. Et parmi les personnes qu'on a rencontrées, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à mettre en place des actions correctives dans leur entreprise, qui ont réussi à faire changer certaines pratiques, certains modèles, certaines activités. Et donc finalement, je me suis dit, il n'y a que les gens idiots qui ne changent pas d'avis. Est-ce que c'est pas finalement une mauvaise idée que je me suis faite de se dire qu'on ne pouvait pas faire les choses différemment, faire transformer les choses de l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un film sur le sujet. Donc ça fait 3 ans qu'on fait une enquête sur est-ce que oui ou non c'est possible, en étant collaborateur d'une entreprise qui pollue, de mettre sa graine pour justement que les choses changent. Et donc voilà, le film sortira en septembre pour vous donner un... Est-ce que ça vous donne envie de voir le pré-teaser ? Oui ! Let's go ! Quand on parle de crise écologique, il y a un sujet qui n'est presque jamais évoqué. L'impact sur le monde du travail. On est entré dans l'ère des conséquences et ces conséquences deviennent de plus en plus perceptibles. Il y en a qui réfléchissent déjà à arrêter les saisons complètement. Toute personne qui travaille dans le béton aujourd'hui se pose la question, est-ce que dans 10 ans j'aurai toujours un emploi ? Donc comment on fait pour faire qu'il n'y ait pas une casse sociale absolument monstrueuse, généralisée ? Nous sommes Hélène et Arthur. Et pendant près de 2 ans, nous avons mené une enquête inédite pour comprendre comment la crise écologique secoue le monde du travail. Notre constat est édifiant. Nos métiers ne sont absolument pas prêts à affronter la crise qui nous attend. Face à cela, il y a celles et ceux qui tournent le dos. Et puis, il y a les éclaireurs. Moi, ce que je me dis, c'est là, j'ai vraiment... J'essaye de pousser tous mes curseurs à fond et puis on verra jusqu'où j'irai, quoi. Il y a trop d'enjeux pour ne rien faire. Et ces dernières années ont montré que faut que tout le monde s'y mette. Que tout le monde s'y mette. Je ne veux pas me réveiller à 80 ans avec mes enfants et mes petits-enfants qui auront une espérance de vie qui sera plus faible que la mienne et me dire je m'en suis foutu plein les poches et j'ai rien fait. C'est extrêmement urgent de radicalement changer la filière. Je ne sais pas si on y arrivera, etc. Mais c'est des victoires. Waouh, bravo!
Alexandra, est-ce que tu ferais pas partie des personnes un peu éclaireurs, éclaireuses d'une certaine manière? Est-ce que tu veux bien nous dire, à la sortie de ce teasing et au regard de ton parcours, ça fait écho comment ils ont transformé leur métier pour toi? Alors ça fait écho à 3 niveaux. Déjà un niveau assez personnel parce que moi je ne sors pas d'une école RSE et je suis aujourd'hui directrice RSE. Je suis issue d'une formation de recherche en relations internationales et en diplomatie et c'est un peu comme Hélène mais du coup dans un autre domaine où je me disais j'ai envie de changer le monde. Je pense que la diplomatie, l'échelle gouvernementale, intergouvernementale est hyper importante mais en fait j'ai pas 30 ans pour mener des négociations de traités qui vont pas forcément aboutir. Et donc c'est pour ça que je me suis plutôt mis sur le levier de l'entreprise, à me dire l'entreprise en réalité c'est un endroit où on peut très vite transformer des choses dès lors qu'on a les bonnes personnes autour de la table et on peut prendre des décisions au nom de l'entreprise qui peut ensuite changer le secteur, etc. Ça résonne aussi à un autre niveau, c'est que pour moi, transformer ses métiers, quand on parle de RSE, c'est aussi transformer sa propre carrière. Aujourd'hui, on voit les métiers de la RSE un peu comme parfois les relous de l'entreprise, je vais le dire comme ça, les gens qui viennent nous parler des éco-gestes, qui viennent nous dire d'éteindre la lumière, de mettre moins fort le chauffage, etc. Moi, dans mon expérience, ça a été vraiment l'inverse. C'est aussi comment est-ce que la RSE, c'est en train de devenir un sujet stratégique et donc ça permet aussi d'accélérer sa carrière. Et je pense que j'en suis un bon exemple. Je suis arrivée au sein du groupe Rocher il y a 6 ans et demi. J'étais en stage de fin d'études. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a créé la direction Impact et RSE dont j'en suis la directrice. Et donc j'avais 3 ans d'expérience professionnelle quand on m'a mis à un poste de direction et 4 ans d'expérience quand je suis rentrée au comité de direction. Donc ça montre aussi que les choses peuvent évoluer de manière très vite parce que c'est un domaine qui est nouveau. Et le dernier endroit où ça résonne, c'est très lié à ce film-là, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on va avoir besoin de personnes qui sont des éclaireurs, qui vont transformer les entreprises, mais pas que, qui vont aller au-delà et qui vont vouloir transformer les usages de toutes les industries. Et donc dans mon équipe, il y a des gens qui sont en charge de, oui, transformer la marque Yves Rocher, mais aussi de travailler avec nos compétiteurs, avec d'autres acteurs de la beauté, pour qu'on élève les normes de l'industrie au global et qu'il y ait un changement de système et pas juste d'entreprise. Merci beaucoup. Transformer son métier, ça peut vouloir dire rejoindre des fonctions RSE dédiées, mais ça peut aussi vouloir dire occuper une fonction support, par exemple de comptable, de responsable marketing, là on a vu de gendarme, et se mettre en mouvement, se mettre en collectif, se former, s'informer pour verdir d'une certaine manière son métier, même si on aime plus ou moins ce terme. Arthur et Hélène, dans toutes les personnes que vous avez rencontrées pendant le film et que vous croisez peut-être sur Séisme, c'est quoi qui ressort de tous ces gens qui ont réussi à rendre compatible, plus ou moins compatible, écologie et emploi? Qu'est-ce qui ressort comme grands apprentissages? Ils ont quoi ces éclaireurs de spécial? Oula, alors déjà ces éclaireurs, donc, pour faire ce film, nous on a rencontré 250 personnes qui nous ont été recommandées par bouche à oreille et dont on nous a dit que c'était des personnes qui étaient des éclaireurs, éclaireuses, qui donc transformaient leur métier et transformaient leur organisation. Ça a été très dur de choisir parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, c'est très porteur d'espoir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les organisations et qui mettent vraiment beaucoup d'énergie pour faire changer les choses et ça demande pas mal de compétences humaine, relationnelle, mais moi je dirais la compétence qui ressort systématiquement, c'est la capacité à faire converger les discours, à avoir un discours assez politique, à être politiquement correct, réussir à utiliser les bons vocabulaires pour parler avec toutes les parties prenantes et pour pouvoir être vraiment infiltré dans les discussions sans détonner, sans passer pour l'ayatollah de l'écologie, parce que tout de suite, quand on est trop marqué, radical, très écolo, on se fait un peu sortir des discussions stratégiques, on est moins pris au sérieux. Donc je dirais que c'est des personnes, une des compétences, mais il y en a plein, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là, c'est une question trop vaste, enfin très vaste, mais le première chose que je dirais qui me vient en tête, c'est ça, c'est capacité à fédérer et à avoir un discours rassembleur. Et si je peux compléter aussi, c'est des personnes qui arrivent à embarquer justement autour d'elles, mais pas uniquement sur l'angle des convictions. J'ai l'impression que là, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de sensibilisation, de fresques pour le climat, d'ateliers, etc. En fait, j'ai l'impression qu'on a pu embarquer à peu près celles et ceux qu'on pouvait déjà embarquer. Et là, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on embarque plus largement, plus loin. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui arrivent à embarquer sur d'autres portes, en fait, en disant, mais concrètement, là, on sait que nos métiers vont devoir évoluer dans tous les cas parce qu'il y a une extinction de la biodiversité, parce qu'il y a des problématiques de ressources, parce qu'il y a des normes environnementales qui vont être de plus en plus strictes, qui vont faire que nos métiers vont évoluer.
Et donc il y a déjà un terreau fertile pour embarquer les salariés et les collaborateurs. Vous avez vu dans le film à un moment, enfin dans le pré-teaser, donc c'est pas la bande-annonce officielle, hein, c'est vraiment, vous êtes parmi les premières personnes à voir les images de ce film. C'est une exclusivité mondiale. Donc c'est pas du tout la bande-annonce officielle, mais vous avez vu à un moment, il y a un jeune qui parle, il s'appelle Jules, il travaille dans le bâtiment, et lui il travaille sur un nouveau béton qui est 4 fois moins émetteur que le béton traditionnel en fait. Et c'est lui qui dit qu'aujourd'hui dans le monde du béton, tout le monde se pose la question de l'avenir de son métier, parce que en fait il y a de plus en plus de normes qui ont fait que dans tous les cas on va pouvoir moins couler de béton à l'avenir, que les métiers du bâtiment vont être complètement bouleversés, on va se tourner de moins en moins vers la construction mais plus vers la rénovation. Donc en fait il y a une évolution des métiers. Et ça les salariés, les collaborateurs, les ouvriers du bâtiment en fait en sont très conscients. Ils sont au courant qu'il va y avoir des bouleversements dans les années qui viennent. Et donc l'apport de dire moi j'apporte une solution concrète pour vous permettre à vous de garder votre emploi. Et on a assisté à une réunion où Jules présentait son nouveau béton aux collaborateurs, aux chefs de chantier. Et moi je me suis dit il va se faire casser quoi. Et en fait au contraire ça a été super bien accueilli par ses collègues parce que justement c'était une solution technique pour répondre à une problématique sociale de maintien de l'emploi. Voilà. Et donc ça, prendre cet angle-là plutôt du social, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi, je pense, une belle manière d'embarquer. Et à contrario, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi d'autres histoires où malheureusement ça s'est mal passé parce qu'il n'y a pas eu forcément de bonnes discussions et de dialogue social suffisamment bon pour embarquer tout le monde, quoi. Et juste un troisième point rapide pour compléter, mais bien évidemment c'est une évidence, mais il faut bien sûr le rappeler, la nécessité de s'embarquer en collectif, ça ne marche pas quand on essaye de faire ces choses-là tout seul. C'est hyper important de fédérer autour de soi et d'embarquer un maximum de gens de l'entreprise. Il y a une deuxième vidéo, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est plus tard? Je sais pas si là, j'ai peur que ça soit un peu long et que ça casse vu qu'il nous reste que 9 minutes, je pense qu'on peut continuer à échanger. Trop bien. Moi j'ai la même question pour Alexandra, il y a déjà quelques compétences qui ont été nommées, tu n'as pas le droit de les donner, tu dois donner d'autres compétences. C'est quoi la technique pour pouvoir transformer? C'est quoi les compétences? Alors une qui n'a pas été dite pour moi, c'est la vision stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on associe vraiment la transition écologique à énormément de renoncements, et c'est vrai, il va y avoir des renoncements, mais qu'il faut regarder aussi au prisme de ce qu'on va gagner, que ce soit sur la question de l'emploi, mais aussi sur la question des entreprises, du bien-être, etc. Et donc quand moi je dois embarquer en interne sur les questions de stratégie, j'ai 3 volets. J'ai un volet émotionnel, parce que je pense que les gens changent aussi parce qu'ils ont une discussion avec quelqu'un, parce qu'ils ont été touchés, parce qu'il y a quelque chose qui a résonné avec eux. Ensuite, il y a un volet factuel qui ne se suffit pas, parce que si ça se suffisait, on aurait tous changé et la transition serait bien avancée. Mais quand même, les faits, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient économiques, etc., pour avoir une place à la table et être pertinente dans les discussions. Et puis le dernier, c'est la projection. C'est vers quoi est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la vision commune? Et ensuite, la manière avec laquelle on va y aller, ça, on va le construire au fur et à mesure. Mais il faut déjà vraiment s'assurer qu'on a un alignement stratégique et que ce soit suffisamment engageant, suffisamment dimensionnant pour qu'on ait envie d'y aller, qu'on sente qu'on relève un défi, que c'est quelque chose de nouveau, mais qu'on peut y aller et on va y aller ensemble. Merci pour tous ces conseils. Sur le dernier tour de questions, j'aimerais vous demander si vous en aviez à adresser directement aux personnes qui sont dans la salle, notamment. Et là, j'aimerais savoir à main levée si c'est quelque chose qui vous concerne, si les personnes trouvent que c'est un défi qui est trop haut, voire que c'est trop compliqué ou que c'est trop fatigant. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui se sentent parfois un peu démunies comme ça, à main levée? Ok. Ça nous arrive régulièrement en tant qu'acteurs et actrices du changement. Même vous qui êtes là à nous inspirer de ouf, j'imagine que vous avez eu des moments de doute. Est-ce que c'est ok de nous partager un moment où vous avez eu un peu un moment de doute ou de fatigue et de nous partager une ressource pour dépasser ça? Qui va en premier? Comment on reste motivé? Moi, j'ai eu un moment de doute. J'en ai beaucoup, des moments de doute, j'en ai même énormément. Mais j'ai eu un moment de doute quand il y a eu tout le scandale autour des PFAS. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais il y a tous les polluants éternels. Les PFAS, c'est les polluants éternels qui sont notamment utilisés dans les poêles Tefal, dans les industries SEB, etc. Et il y a eu tout ce scandale qui est sorti dans la presse l'année dernière. Et en fait, devant l'Assemblée nationale, sont allés manifester des ouvriers de certaines usines de ces PFAS-là, notamment de SEB et de Tefal, en disant non, et là, si la loi au niveau européen passe pour limiter l'usage de ces PFAS-là, qui sont du coup des polluants éternels qui nuisent à notre santé, à toutes et tous, et à l'environnement évidemment. Donc sur le long terme, c'est tellement néfaste justement ces PFAS. Ces salariés en disant en fait voilà, si cette loi elle passe, nos emplois n'existent plus. Et ça, je me suis dit merde,
encore une fois, on oppose écologie et emploi, quoi. Et c'est quelque chose de plus qui revient, alors qu'au contraire les deux sont intimement liés et qu'il n'y a pas d'emploi sans prise en compte de l'impact environnemental et sans écologie. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que c'était les industriels qui avaient payé des bus et affrété des bus pour que les salariés aillent manifester devant l'Assemblée nationale en disant allez manifester pour faire pression pour pas que la loi passe, parce que derrière ils ont d'autres modèles. Et là, cette frustration de me dire mais vous pouvez faire des poêles, typiquement si on prend l'exemple des poêles, il y a d'autres manières de faire des poêles. On peut faire des poêles en inox, des poêles en cuivre, et ça fonctionne. On sait que ça fonctionne, que ça peut être rentable et avec un bon impact pour l'environnement. Et pour autant, ils y vont pas parce que c'est moins rentable en fait. Donc il y a un enjeu économique derrière. Et moi, l'enjeu là, et c'est vraiment mon combat dans les semaines et les années qui viennent, c'est de me dire comment est-ce qu'on réconcilie emploi et écologie et faire prendre conscience à un maximum de personnes que la lutte pour l'emploi, elle passe aussi par une lutte pour l'environnement et pour avoir du coup une planète saine, quoi. Voilà, un petit moment de démotivation, mais en même temps, quand on creuse, on comprend les tenants aboutissants et on comprend des sources possibles d'engagement, quoi. Merci. Hélène, est-ce que ça t'est arrivé un moment de oh là là, comment je vais rester motivée? Et si oui, qu'est-ce que tu as mobilisé? Ouais, moi je dirais que ce qui me démotive régulièrement, c'est d'avoir l'impression de ne pas avoir suffisamment d'impact. Quand je vois certaines personnes qui arrivent à mobiliser plein de monde autour de leur sujet, je me dis ces personnes-là, elles ont tout compris parce que c'est grâce à la communication, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on va pouvoir faire bouger un maximum de monde. Et en même temps, je me dis parfois quand je communique plus, je me dis mais finalement, est-ce que je ferais pas mieux d'être plus dans le faire et de créer du contenu, de créer des documentaires? Mais c'est vrai que quand on crée des documentaires, on est un peu dans l'ombre après, on est dans notre grotte à faire du tournage, du montage, on voit plus personne. Et à ce moment-là, je me dis mais mince, mais en fait pendant que je fais ça, quel est le message que je fais passer? Là, il y a un an où je fais passer plus aucun message. En fait, c'est cette peur de ne pas avoir l'impact que j'aimerais avoir. J'ai toujours envie d'avoir de l'impact, d'essaimer, de faire en sorte que des personnes adhèrent au message, qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit sensible au sujet de transformation écologique des métiers, qui veulent s'engager dans leur métier. Et parfois l'impression de ne pas toujours avoir suffisamment de poids. Et en même temps, ce que je me dis dans ces moments-là, c'est je n'aurai jamais autant de poids que dans ce que je kiffe. Et en fait, juste si je kiffe ce que je fais, ça aura sûrement un impact un jour ou l'autre. Il faut juste être patient. Merci Hélène. Est-ce que c'est arrivé à certains ou certaines d'entre vous de se dire est-ce que j'ai assez d'impact? Ok. Est-ce que ça vous arrive de vous comparer à d'autres en se disant qu'ils ont plus d'impact? Ok. Je me permets juste sur ça de dire, dans l'asso qu'on a cofondé avec Alexandra, quand les personnes arrivent, elles sont déjà engagées et on dit une chose, il y a une règle, c'est interdit de se comparer. Parce que en fait, chacun est à son endroit, à sa zone de génie, à sa zone de kiff, à son expertise, et du coup, ça sert à rien de comparer des choses incomparables. Par contre, ce qui est intéressant quand on croise des personnes qui ont un grand impact et qui nous appellent, c'est comment on s'inspire de ces personnes-là pour se dire tiens, qu'est-ce qu'elle fait de ouf que j'aimerais faire et que si ça se trouve, je serais capable de faire. Donc ne pas se comparer mais s'inspirer, c'est un petit message que j'avais envie de déposer au milieu de cette petite table ronde. Alexandra, ça t'est déjà arrivé d'être démotivée ? Oui, et tu parlais de doute. Je pense que le doute est salutaire aussi. Souvent, on me demande est-ce que vous n'avez pas eu le syndrome de l'imposteur, vous, femme de 25 ans dans un comité de direction? Oui, mais heureusement. En fait, je trouve que c'est très grave les personnes qui ne doutent pas, qui ne sont pas démotivées ou qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, parce que ça veut dire qu'elles passent complètement à côté du défi auquel on fait face. Donc ça, c'est un peu... Et donc forcément, oui, bien sûr, je doute. Je doute notamment pour quelque chose qui est très propre à mon métier, que moi j'appelle le fossé de la consommation responsable. C'est que dans les baromètres, on voit que c'est à peu près 85-90% des Français qui disent qu'ils sont prêts à consommer mieux. Dans les réalités des business models, c'est environ moins de 1%. Nous, on a réussi à le tirer à 5%, on est déjà content, on veut le doubler, on veut le tripler, etc. Donc il y a une ambition, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez significatif et qui peut s'expliquer par plein de raisons sociétales, inflationnistes, économiques, mais ça va être le défi des entreprises pour se renouveler, c'est de remplir ce fossé de la consommation responsable et de créer vraiment un pont. Et comment je fais face aux doutes au quotidien? Je pense que moi, le point, c'est le collectif. Des fois, j'ai aussi cette voix dans ma tête quand j'ai des idées, je me dis non, mais en fait, ça ne va pas y arriver parce que nanani, nanana. Et en fait, j'ai une équipe RSE côté Yves Rocher qui a toujours plein d'idées et on se dit bon, bah en fait, tout est possible quand on est ensemble, on y va. Et ensuite, on va défoncer des portes ou rentrer par la fenêtre en fonction. Et puis, l'asso qu'on a cofondé, ça vaut le coup quand même d'en parler, qui s'appelle le Club des Pépites. C'est une asso qui réunit tous les
les jeunes professionnels de la transition écologique qui ont moins de 35 ans. Et là, c'est, on va dire, une bulle extrêmement stimulante intellectuellement, mais aussi professionnellement et personnellement, de jeunes qui ont des idées, qui portent des projets dans plein de secteurs différents. Et donc, ça donne envie vraiment de transformer la société et ça donne aussi les moyens de le faire en collectif. Donc, si jamais vous avez moins de 35 ans et que vous travaillez dans la transition écologique, rejoignez-nous. Et sinon, rejoignez-nous aussi et partagez vos pépites. Merci à tous les trois. Dans les autres structures qui se lancent en ce moment pour fédérer, il y a aussi GenAct qui est une asso d'assos et qui vous permet de rejoindre tout un réseau de personnes engagées et engageantes. Vous soutenir Arthur, Hélène en allant voir le film en septembre, c'est ça? Dans tous les bons cinés, c'est ça? Ok, si vous avez envie d'organiser des projections, contactez-les. Allez à Séisme aussi. Si vous êtes breton ou si vous aimez la Bretagne, il y a un super forum de l'emploi à Rennes qui aura lieu quand ? Le 15 et 16 octobre. 15 et 16 octobre. Te suivre aussi, Alexandra, sur les réseaux, puisque tu communiques sur tes missions de transformation et sur le Club des Pépites. Et puis vous dire à chacun et chacune que c'est possible et que vous avez eu trois témoignages qui vous invitent à vous mettre en mouvement. Et acheter le livre de Claire. Oui, moi je suis très mauvaise à me vendre, mais il y a mon livre à la librairie et je fais une dédicace à 17h. Qui est exceptionnel et vous retrouverez nos témoignages, je pense, dans le livre. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup.